Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre du plaisir à suivre Matin d'Éden et plus précisément ce numéro de décryptage qui, vous l'avez constaté depuis le sujet à vous annoncer à l'entame de Matin d'Éden, bien évidemment, aborde un pan des législatives de 2019, du 28 avril 2019, incivisme et violence en période électorale, analyse, leçons et conseils utiles pour la postérité. Je vous l'ai dit, l'exercice sera fait par Julien Oussou, qu'on ne présente plus. Il est bien à nos côtés. Bonjour, M. Oussou. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs d'Eden TV. Un plaisir de revenir sur ce plateau. Comme on le dit, il y a belle lurette. C'est vrai. Nous serons rejoints dans un moment par Arnaud Kinsi-Avoudoba qui a accusé un léger retard. C'est pas bien grave. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, Monsieur Oussou, c'est vrai que vous avez été absent du territoire pendant quelques mois, de loin, de nos échanges. Je ne doute pas une seule seconde de ce que vous vivez l'actualité comme si vous y étiez. Eh bien, vous avez partagé justement avec, comme tout autre Béninois, le contexte exceptionnel, juridique exceptionnel qui a accueilli ces législatives du 28 avril 2019, avant, pendant et maintenant après. Eh bien, dans une tension, dans un calme tendu, comme je plais à le dire, dans une atmosphère de psychose, nous avons quand même pu organiser ces élections législatives, mais pas sans des insuffisances, pas sans des soulèvements, pas sans des actes de vandalisme constatés dans certaines contrées du pays, plus précisément dans la 8e circonscription électorale, à savoir Tchaourou et certains arrondissements de Parakou. Alors, M. Oussou, quelles appréciations globales portez-vous sur les législatives du 28 avril? Merci. Merci beaucoup pour l'invitation, pour aussi la question. C'est vrai que depuis un moment, je n'étais plus physiquement sur le territoire, mais je me rends compte aussi que même sans être sur le territoire, on peut rester très attaché à son pays et même être plus informé qu'on ne l'était. Je m'en suis rendu compte. Alors cela dit, c'est avec un certain empressement que l'on saisit aussi toutes les occasions qui se présentent pour revenir au pays. J'avoue que d'abord en parlant comme Béninois résident à l'extérieur maintenant, en regardant le processus électoral et en regardant comment le 28 s'est passé et aussi le 29, parce que des incidents ont continué le 29, je dirais en tant que Béninois résident à l'intérieur que j'ai perdu une partie de ma fierté. Une partie de ma fierté de me dire béninois. Et quand tu regardes aussi ce qui s'est passé sur le territoire, c'est déplorable. Ça ne nous honore pas. Comme nous en propose même à l'instant notre réalisateur. Voilà, ça ne nous honore pas. Et donc, de ce point de vue, il faut se rendre compte que globalement, j'ai été hier dans la journée très agressif, entre griffes, avec ceux qui ont pensé que dans d'autres pays, on a eu pire. Je dis, je ne me vois pas en train de comparer mon Bénin à des pays qui ont eu plus de violence. N'est-ce pas? Je voudrais le comparer à des pays qui n'en auront pas et qui n'en ont pas eu. Et donc c'est déplorable, comme je dis. On aura l'occasion de rentrer dans les détails pour comprendre pourquoi tout ça nous est arrivé, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Justement. Et donc je pense que c'est l'exercice qu'on aura l'occasion de faire dans le cadre de cette émission. Effectivement, il y a eu de l'incivisme, de la violence, des choses qu'on ne devait pas avoir dans un processus électoral, parce que c'est nécessairement une fête. On ne fête pas avec du sang. N'est-ce pas? On ne fait pas avec des armes. On ne fait pas avec des armes. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet, Julien Oussou. Comment comprendre maintenant les insuffisances notées ça et là, et surtout dans le cadre de ces législatives, les cas de violence par endroit? Vous savez, parce que quand on prend la situation sous l'angle de l'incivisme, on peut se comparer, on peut comparer ce qui nous arrive à une famille. Quand dans une famille, le père de famille dit autre chose et la mère de famille dit autre chose, les enfants ne peuvent pas être recadrés comme cela se doit. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. À eux-mêmes. Et peuvent maintenant aller apprendre des pratiques
que les parents eux-mêmes découvriront. Je veux dire quoi? Je veux dire que si on devrait avoir du civisme dans un processus électoral, on devrait faire en sorte que tous les camps parlent le même langage pour appeler les uns et les autres au civisme, disons à des pratiques, à des actes de certains niveaux. On devrait faire en sorte que tous les acteurs fassent de la sensibilisation, de la mobilisation, fassent de l'éducation civique sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Exactement. Si on n'est pas arrivé à faire en sorte que le père et la mère dans le cadre d'une famille, et donc dans le cadre politique, les différents acteurs intéressés par le jeu électoral, si on ne fait pas en sorte qu'ils soient impliqués au même titre dans la formation, la sensibilisation, l'éducation civique, disons de l'électeur, du citoyen, on arrivera nécessairement à des cas d'individus incontrôlés. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une question d'intérêt et d'intérêt politique, et c'est ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas aller chercher loin. Il faut se rendre compte, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que les acteurs ne s'entendent pas? Du moment où ils ne se sont pas entendus, il est même difficile dans certaines situations pour même les acteurs politiques de maîtriser leur base. Ça peut se passer de tous les côtés. De maîtriser leur base. Parce que, on le dit souvent, il paraît que les militants sont plus tranchés que même les leaders. Les militants sont plus jusqu'au boutistes des fois que les leaders. On voit les leaders s'embrasser, mais on voit des militants qui refusent de s'embrasser. Parce qu'ils prennent tout pour du vrai, oubliant que c'est peut-être un jeu politique. Et ce sont des détails essentiels qui échappent à ces leaders. Qui échappent à ces leaders. Qui en viennent maintenant à ajouter de l'huile sur le feu. Et donc, il faut qu'ils comprennent que là, nous avons poussé le Rubicon, nous avons poussé la ligne si loin qu'aujourd'hui, c'est rentré dans le mental de nos concitoyens qu'on peut faire de la violence le jour du scrutin. Et donc, ça va rester comme de l'encre. Et il faut travailler énormément à nettoyer cela. Sinon que nous avons comme ça ouvert la porte à la violence en période électorale. Nous l'avons fait ainsi, parce que les acteurs n'ont pas pu s'entendre pour contribuer ensemble. Parce que les acteurs ont fonctionné de façon à ce qu'il n'y avait qu'une seule voix qui parlait pour mobiliser à aller au vote, et les autres n'avaient pas la possibilité de parler. Alors qu'ils auraient au moins eu la possibilité, on pourrait les contraindre à utiliser la possibilité d'inviter à la non-violence. Mais on les a empêchés de parler. Et tout ça a fait grossir de la frustration. On a retenu, on est arrivé à la situation que nous sommes en train d'avoir là, qui était prévisible. Ça fait un moment maintenant que les organisations regroupées au sein de la plateforme électorale ont élaboré ce qu'elles ont appelé une cartographie des circonscriptions électorales à risque. Parce que justement, quand on regarde les acteurs en jeu et quand on regarde ce qui se passe et comment les choses sont passées, on devrait déjà savoir que dans certaines circonscriptions électorales, la situation allait être difficile. Parce qu'il ne faut pas le nier, les citoyens que nous avons, les électeurs que nous avons, ils ne sont pas tous lettrés, ils ne sont pas tous en mesure de comprendre les risques que l'on court en posant... Ce qui profite à la manipulation. Ce qui profite à la manipulation. Ce qui favorise la manipulation. Ce qui favorise la manipulation. Et ce qui favorise, comme on le dit, vous savez, moi j'ai été scandalisé de me rendre compte qu'ils le faisaient allègrement. Mais ils acceptaient aussi qu'on les filme. Vous voyez, pour moi, c'est d'un autre niveau. On aurait pu, quand on a vu et quand on a rapporté qu'il y en avait qui s'étaient cagoulés pour le faire, on peut comprendre que ceux-là ont conscience du risque qu'ils courent. Et donc, on a un travail énorme à faire au niveau de la base, au niveau du citoyen béninois. Et pour le faire, les acteurs politiques doivent nécessairement discuter, trouver le consensus. Justement, ce que vous évoquez là ne prouve pas, ne confirme pas l'ampleur du mal. Vous l'avez dit, ils ne sont pas cagoulés, ils le font à visage découvert. N'est-ce pas, au regard d'une certaine assurance quelque part, comme quoi vous pouvez le faire, rien ne vous arrivera? Vous savez, voilà là un autre danger qui nous guette. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire que avec la dernière rigueur, la loi sera appliquée, les auteurs seront sanctionnés. Vous voyez cette masse de citoyens qui a opéré, la masse qui a opéré. Vous voyez ces visages qu'on voit dans les vidéos qui ont circulé. Et donc, je suis en train d'imaginer, quand on va les prendre un à un, et quand on va vraiment prendre tous ceux qui l'ont fait, aussi bien les commanditaires que, comme on le dit, les citoyens qui vraiment ont opéré sur le terrain, nous allons remplir nos prisons. Et nous allons créer une nouvelle crise à la crise que nous avons. Et donc, de toutes les façons,
comme vous le dites, il y a un grand travail de sensibilisation à faire, mais on ne peut arriver à faire ce travail si les acteurs ne démontrent pas que ce qui est fait dans la justice. Ce qui est fait sans intention d'exclure qui que ce soit. Ce qui est fait dans la logique où même si les dispositions devraient exclure, on trouve rapidement le consensus politique pour inclure tout le monde, parce que sans ce préalable, il sera difficile d'avoir sur le terrain, disons, des individus, que tout le monde soit contrôlable. Et contrôlé. Donc, je me dis, même s'il y a eu des éléments qui ont suscité, on n'a pas les preuves, peut-être les acteurs ou les personnalités, je veux dire les institutions les plus habilitées vont nous expliquer tout ça. Non, il y a eu des propos, il y a eu des déclarations, il y a eu des publications de personnages, de très hauts personnages politiques qui ont appelé à la résistance, qui ont appelé au boycott, qui ont appelé même au vandalisme. C'est ce que je dis. De la même manière, de l'autre côté, il y a eu peut-être, disons, des déclarations qui ont pourtant appelé, vous voyez, qui ont pourtant appelé à la paix, à la non-violence. Oui. Et donc, il fallait faire en sorte que tout le monde, parle le même langage. Parle le même langage. Et tant qu'on n'a pas fait ça, chacun vit difficilement ce qui arrive là aujourd'hui. Vous savez, c'est une question sensible. Quand un acteur politique qui n'a que ça comme travail, parce que dans le pays où nous sommes malheureusement, il y en a qui ne sont que pour la politique, ils ne font que la politique. Quand ils se retrouvent en train d'être exclus... Qui ont la politique comme entreprise, comme compagnie. Voilà. Et cela demeure leur fonds de commerce. Voilà. Et pour rien au monde, ils n'auraient accepté qu'on leur arrache leur entreprise. Quand ils se retrouvent dans une situation comme ça, et il sait qu'il sera exclu de cela pour 4 ans, et il sait ce qui se passe pour ceux-là avant lui qui ont eu des situations comme ça, il voit devant lui comme s'il n'a plus autre possibilité. Vous voyez? Voilà autant de raisons qui justifient, par exemple, les propos de l'ancien chef de l'État, que c'est une question de vie ou de mort. Si vous l'avez suivi, sûrement, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes sœurs. Oui, et ça va au-delà. Il ne faut pas oublier que entre l'ancien président et le président actuel, c'est pas lune de miel. La lutte ne date pas d'aujourd'hui. Et tel que ça se passe, elle ne risque pas de s'arrêter aujourd'hui. Et donc, tout ça sont mais est-ce que les citoyens ont conscience de cette vieille lutte dans laquelle on les emballe, à laquelle on les convie? Certains ont conscience de ça. Moi, par exemple, j'ai conscience de ça. Au point où, quand j'entends le président actuel réagir sur des propos de l'opposition dont est membre le président de la République, je comprends ce qu'il exprime. Et quand j'entends aussi l'autre, je comprends ce qui s'exprime. C'est comme des combats inachevés que les gens tentent d'achever. Et de toutes les façons, l'on doit trouver les moyens d'aplanir ces situations. Sinon, comme on le dit... Sans y mêler le peuple, sans y mêler les citoyens, d'innocents, qui prennent part à un combat qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est là le gros du travail, parce que ça sera difficile d'y arriver. Comme je vous dis, là où vous êtes aujourd'hui, vous avez des gens à qui, si vous leur parlez, ils vous prendront pour... Ah oui. De la même manière que le président actuel a des gens à qui, quand il leur parle, ils le prennent pour... De la même manière... Et il joue justement sur ces détails, sur ces principaux détails. Oui. Et donc, il ne faut même pas s'arrêter à ce qui est dit devant les médias. Ce qui est dit devant les médias, c'est peut-être un cinquième de ce qui est dit. La version édulcorée des non-dits. Donc, le problème, c'est de faire en sorte que chacun se retrouve dans le processus pour qu'on puisse espérer que s'il dit devant les médias, il faut la non-violence, qu'il soit capable aussi, sans autre frustration, qu'il amène à dire aux médias, de l'exprimer, de l'incarner. Allez-y, faites autre chose. C'est le plus important. Et quand on n'a pas arrivé à ça, on ne peut pas contrôler les citoyens, parce que moi, connaissant la loi, je pense que je ne peux pas me lever et aller brûler une. Mais c'est aussi de la responsabilité de l'État de donner. Tout ceci s'est passé. Quel temps nous avons eu pour informer le citoyen sur les dispositions du code, pour lui dire les risques qu'il court? On viendra dire après que nul n'est censé ignorer la loi. Le constat ici est qu'ils ne s'en sont pas seulement pris au matériel, mais aux agents de bureau de vote, qui ont été molestés, maltraités. Et ça,
c'est comme on dit, c'est un autre niveau, disons, de fracture que nous venons d'enregistrer ou d'ajouter aux fractures que nous avons déjà au niveau, disons, de notre société. Vous imaginez cette élection? On a vu des agents de bureau de vote qu'on a mis, mais qu'on est allé même, qu'on a mis à poil, qu'on a maltraité, qu'on a blessé. Oui, parce que le mot d'ordre a toujours été pas d'élection sans l'opposition. Et donc, quand vous arrivez là, il faut vous rendre compte qu'on est là en train de changer les relations entre les citoyens et entre les acteurs politiques. Au point où, parce que tu as accepté, toi, venir faire, disons, fonctionner un poste de vote, tu deviens mon ennemi, et je dois même aller jusqu'à t'abattre. On a changé la relation. Je suis sûr qu'aujourd'hui, que les acteurs politiques qui ont été, disons, qui n'ont pas pu participer à ce processus, n'auront plus les mêmes rapports avec les autres qui ont tout le temps montré et qui sont aujourd'hui favorisés par ce qui s'est passé. Et c'est en cela que ça devient dangereux parce que nous changeons comme ça les risques, fait que les relations. Par le passé, on pouvait s'attendre à ce que les acteurs politiques s'embrassent publiquement. Mais aujourd'hui, même s'ils doivent s'embrasser, il y a quelque chose qui aura changé. Ah oui. Et c'est ça aussi au niveau des citoyens à la base. Quand l'on nous a empêchés, ou quand l'on a empêché un côté, disons, de s'exprimer sur les médias, de s'organiser sur les médias, on ne les a pas empêchés de rencontrer de petits groupes. On a refoulé en leur intérieur de la frustration. Peut-être qu'ils ont eu d'autres moyens de déverser cette frustration-là au niveau de la base. Et voilà les résultats que nous avons. Même s'ils ne l'ont pas fait, les militants ont vu ce qui est arrivé à leur leader. Et donc, il y a nécessairement des frustrations qui se sont accumulées. Et donc, tout ça a poussé à ce que nous avons eu. Et c'est pourquoi, quand on regarde, on se demande, pourquoi est-ce que, pendant la période préélectorale, on a tout fait, disons, d'empêcher l'expression d'une certaine frange, disons, d'acteurs politiques. On les a empêchés l'expression. Mais le jour du scrutin, on a pris une autre posture. Si vous regardez tout ça, c'est que nous avons manqué de nous mettre ensemble pour continuer par éduquer notre population. Outre la descente, en dehors de la descente des deux anciens chefs d'État dans le marché d'Antokpa, que les forces de l'ordre ont tenté de raisonner, de canaliser, de contrôler, de maîtriser, eh bien, il n'y a réellement pas eu d'interdiction d'accès aux médias à quelques leaders politiques de l'opposition que ce soit. Ah bon? Déjà que moi, j'ai lu des incidents du genre à Boycon, à Porto-Novo, même pour des députés qui tentaient, disons, de discuter avec le... Comment vous... Il y a eu des descentes dans certains marchés, oui, à Boycon comme à Porto-Novo avec l'honorable Ibatou. Il y a eu des tentatives. Ce sont des appels à la résistance, en pleine période électorale, en pleine campagne, où des cadres sortent pour en appeler au boycott pendant la campagne électorale. Et c'est ça qui justifie que les citoyens n'aient pas eu vraiment une seule ligne à suivre pour pouvoir fonctionner. Si ces leaders de l'opposition étaient sortis pour en appeler à la sauvegarde de la paix, pour en appeler, pour rappeler les bons réflexes, les bons comportements adoptés en période électorale, eh bien, personne ne les aurait empêchés. C'était plutôt pour susciter la violence. Est-ce que humainement, on pouvait attendre ça d'eux, vu tel que le processus se passait? C'est aussi ça. Je ne suis pas sûr que si je me retrouvais dans leur position, j'allais avoir vraiment cette maîtrise de pouvoir quand même parler comme si de rien n'était. Il faut aussi il faut se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il vit, pour savoir s'il est capable de le dire. Moi, je suis sûr d'une chose, que même ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, s'ils avaient à se retrouver dans la position, disons, des autres, peut-être qu'ils allaient agir avec plus de fermeté, avec plus, ou ils allaient, disons, parler avec plus de violence. C'est vrai que dans l'incapacité de gérer ses émotions, de contenir seul, je dirais, ce capital de frustration en soi, on pouvait quand même mieux faire de ne pas en appeler à la violence, d'en appeler à la barbarie. On pouvait mieux faire de ne pas encourager, par exemple, d'aller brûler le domicile d'un compatriote, d'aller brûler les véhicules, tout le parc automobile d'un compatriote, d'aller blesser des frères et sœurs d'une même localité. Et c'est là les éléments quand je veux dire, c'est de la désolation. On est vraiment, vraiment désolé de vivre ça. Vous savez, comme je dis, hier toute la journée, je n'ai eu des appels que sur ça.
pour comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau, les Béninois. Des professeurs qui n'avaient que des exemples du Bénin à donner quand ils font leurs cours sur la matière électorale, ainsi de suite. Comment le Bénin est arrivé à ce niveau. Et on essaie de regarder pour dire, est-ce qu'un jour on pourra remonter la pente pour revenir au niveau où on était en termes d'organisation d'élection. Mais comme vous le dites, quand vous atteignez un certain niveau, le reste passe. Vous ne pouvez plus contrôler le reste. C'est-à-dire que c'est comme quand vous demandez à vos chiens, allez-y, vous aurez du mal après à les rappeler. Parce qu'ils prennent, ça prend. Et dans le même temps, puisqu'on était dans une situation où on ne voudrait pas faire du carnage, et ça, il faut remercier les forces de sécurité pour leur comportement sur le terrain, sinon ça pourrait être du carnage. Véritablement du carnage. C'est vrai. On a observé des situations où ils ont évité de se retrouver en affrontement avec les populations. Et ça, il faut reconnaître. Sinon, ça aurait été du carnage. C'est-à-dire que les acteurs politiques ont mis en difficulté même les forces de l'ordre et de sécurité parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre. Et ne sont pas prêts à s'arrêter, justement, ces acteurs dont vous parlez. Nous nous sommes fait maintenant rejoindre par notre second invité, Arnaud Kinsey à Vouloba. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Red Chef. Alors, vous y êtes, vous avez sûrement suivi ce débat dans votre véhicule en venant sûrement. Eh bien, avant vous, Julien Oussou a essayé déjà de faire l'état des lieux, a apprécié le déroulé général des législatives de 2019 et puis après les cas d'incivisme, les cas de violence notés, exceptionnellement notés dans certaines contrées du Bénin. Quelle lecture en faites-vous? Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Loris. D'abord, en ma qualité d'homme de foi, je voudrais remercier le Tout-Puissant qui nous a permis d'avoir ce jour 28 avril 2019 où les élections, quels qu'en soient les appels des uns et des autres, soi-disant de l'opposition, cette élection a pu se tenir. Et comme l'a dit M. Oussou, nous sommes désolés, certes, mais nous sommes confiants en l'avenir. Il n'y a pas, pour nous qui défendons encore le peu qui reste de la République, il n'y a pas encore une mise en demeure. Et nous avons noté réellement que par divers endroits, qu'il y a eu quelques violences attentatoires, certes, à l'ordre public, mais nos forces de l'ordre, par leur pur professionnalisme, ont pu contenir les violences. Je voudrais dire quand même à nos compatriotes que rien ne saurait justifier ces violences que nous avons notées. Sur près de 77 communes, il y a 7 communes dans lesquelles on peut noter quand même ces violences atroces, par divers endroits. C'est déplorable. Surtout quand nous constatons que c'est des gens qui, dans un passé récent, ont y assumé les plus hautes fonctions de la République, qui en sont les commanditaires. Cela nous appelle à quand même à savoir à qui désormais confier les rênes de notre République. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui qu'on ne saurait arrêter. Je voudrais dire que les gens nous ont enseigné toute autre chose que eux-mêmes sont en train de pratiquer aujourd'hui. Dans les républiques les plus autoritaires que nous connaissons à travers le monde, ceux-là seraient déjà arrêtés et traduits devant les tribunaux spéciaux et peut-être seront en train de regretter leurs actes. Nous ne sommes pas encore là. C'est en cela que je dis, il n'y a pas une mise en demeure. Notre état de droit fonctionne, les institutions fonctionnent. C'est ça la règle démocratique. Mais nous pouvons dire que c'est déplorable que des hommes d'État, dans un passé récent, puissent se comporter ainsi. Il y a des images, c'est vrai, qui sont fausses, où on a mis des anciens voleurs nus pour passer sur l'Internet pour dire que c'est des agents de la Sénat.
même si c'était le cas. Mais des agents de bureau de vote ont été maltraités. Vous voyez, Oui, jusqu'où blessés. des hommes qui ont assumé des hautes fonctions de cet État sont capables d'aller. Leur animosité aujourd'hui, parce qu'ils ne sont plus au pouvoir, ne pas aller à une élection n'est pas une fin en soi. La carrière politique est un engagement patriotique. Et quand du patriotisme est à noter dans vos actions, rien ne peut justifier la démolition de votre État. Quelle qu'en soit votre position. Rien ne saurait justifier. Vous savez, nous sommes arrivés à un niveau où des hommes qui ont géré cet État ne font plus confiance aux institutions de l'État. La même institution qu'ils ont participé hier à sauvegarder, parce qu'ils ne sont plus au pouvoir, À constituer même, merci de m'avoir passé le mot, aujourd'hui sont en difficulté à faire confiance à ces institutions qu'eux-mêmes ils ont constituées. Au fait, c'est des gens aujourd'hui qui sont en déphasage total avec leur propre nature qui nous ont fait montrer dans ce pays. Et quand je note dans vos analyses qui sont allés jusqu'à vouloir brûler des individus, des députés, le domicile. à leur domicile, Pas vouloir, ça a été fait. Consumé. consumés. Et quand on vous dit que c'est des anciens barons d'un régime qui sont commanditaires de ces actes, c'est révoltant. Et vous savez, leur appel jusque-là a échoué. Vous êtes dans une posture aujourd'hui, vous appelez le peuple à se soulever contre un seul homme. Le peuple résilie. Je dis, le peuple refuse de facto cet appel que vous lancez à chaque fois. Vous êtes descendus dans des marchés pour les tirer par force, pour les amener dans les rues. Le peuple a opposé un ordre de recevoir à ces appels. Mais c'est un échec. Mais vous devez abandonner cette manière de vouloir forcer la main au peuple. Il y a aujourd'hui un siècle de la résistance, soi-disant, où le groupuscule appelle à une démolition de notre État. Et vous croyez que vous et moi, quelles qu'en soient nos positions, on saurait l'accepter? Il y a deux analyses que nous pouvons faire sur la situation actuelle. Soit nous acceptons de défendre cet État que nous avons aidé à construire jusque-là, soit nous les accompagnons à démolir ce qui nous unit. Entre ces deux choix, le citoyen d'aujourd'hui a l'obligation d'opérer. Soit on les laisse agir, ou nous leur opposons une résistance. Très bien. Arnaud Kinsi, à Voulouba. Julien Oussou. Oui. Non, je l'écoute et je me fais mon idée aussi sur, disons, son bord ou son penchant pour l'analyse de la chose. Je pense que il y a une chose sur laquelle on est d'accord qu'il faut déplorer, il faut dénoncer. Que rien ne justifie rien la violence. ne justifie la violence. D'abord, la violence ne peut pas être la solution. Parce qu'après avoir fait la violence, vous finirez par dialoguer, par discuter. Mais aussi, en voulant prendre aujourd'hui position, en voulant intervenir sur cette situation, il faut toujours se poser la question à savoir, est-ce que j'aggrave, disons, la fracture entre les acteurs en présence? Parce que là, on est face à un conflit. Et en termes de l'intervention dans les conflits, il faut savoir comment on intervient pour ne pas aggraver la fracture. On peut être d'un côté, mais il faut toujours aussi chercher disons, à s'approcher de l'objectivité quand on veut intervenir dans une situation comme ça. OK,
Ça peut être qu'ils sont des commanditaires, comme vous le dites, et comme vous le justifiez, au point où vous estimez déjà qu'on doit déjà les arrêter et autres, mais je sais qu'il doit y avoir une procédure, si même ça devait être le cas. Justement. Mais ça peut être aussi que, puisqu'ils sont, disons, des autorités d'un certain niveau et qu'ils sont de ces localités-là, et donc si je suis de ma famille et que vous venez m'attaquer devant mes enfants, même si je ne leur dis pas quelque chose, ça c'est possible. Même si je ne leur dis pas défendez-moi ou défendez, mes enfants peuvent se mettre à vous défendre, à me défendre. C'est-à-dire que du moment où ce sont des personnalités, des leaders, comme vous dites, qui sont de ces localités-là, il y a sûrement une affection, il y a sûrement des affinités, il y a sûrement un attachement de ces communautés à leurs leaders. Et donc, de ce point de vue, ça peut faire que, même sans qu'on ne commandite, l'on peut se dire comme si c'est une attaque contre nous, une attaque contre notre fils, une attaque contre... Nous le portons. Nous le portons et on veut... On se doit de le défendre. Vous voyez, tout ça est possible dans le contexte où nous sommes. Mais c'est là où je dis... L'exercice identique peut être fait aussi du côté du camp Bagoudou, par exemple. Voilà. Vous voyez? Et donc, de ce point de vue, il ne faut pas oublier que dans toute situation et toute gouvernance, génère toujours des frustrations. Justement. Et il faut faire attention aux occasions qui vont, disons, vider ces frustrations. Parce que c'est ça le problème. Beaucoup ont profité de cette situation que nous avons eue pour régler des comptes. Et c'est des situations de règlement de comptes qui font qu'on peut aller s'attaquer à des biens privés. Justement. Ça n'a rien à voir avec l'élection. C'est aussi pour nous... Parce que la famille de l'honorable Bagoudou n'a rien à voir avec ce qui se passe. Le moment de lire ces indices que nous avons sur le terrain pour nous rendre compte de ce que vous n'êtes pas à l'abri, je ne suis pas à l'abri. Si la gouvernance, ou si comment nous nous comportons, nous nous gérons, ne nous rassure pas, bientôt quelqu'un peut se lever et aller brûler ma petite voiture parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre moi, compte tenu de mes positions antérieures. Et c'est ça le danger que nous courons. Parce que ces citoyens là-bas ne sont pas tous informés des règles de la République comme moi je suis informé et comme vous êtes informés. Et c'est pourquoi je dis, il faut déplorer, rien ne justifie ça, mais il faut prendre conscience de ce que nous avons un travail à faire, sinon un jour, c'est même dans la circulation. Quand ça arrive et que l'on bloque la circulation, je prends un exemple, l'on bloque la circulation, même sans te connaître d'Adam ni d'Ève, pour que tu passes, tu es obligé de sortir la main pour faire comme ça. Oui. Parce que si tu ne sors pas la même pour faire comme ça, on te bloque, on peut vandaliser ta voiture. Oui. Parce que les gens deviennent incontrôlés. Il te faut prouver que tu partages. Tu partages. Pourtant, tu ne partages pas. Oui. Voyez un peu. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter que alors, des occasions pour qu'on barre la route arrivent. Sinon, tout le monde devient disons, comme on dit. Mais quand on regarde la situation, comme je dis, je l'avais dit, aujourd'hui, nous devons nous rendre compte de ce que nous venons alors d'inculquer dans la mentalité de certains Béninois que la violence électorale, on peut faire de la violence juste. Et c'est grave pour nous. Aussi bien pour ceux qui l'ont fait et pour ceux qui ont vu faire. Et ça, si nous n'arrivons pas à nettoyer ça, à chaque processus électoral, il faut juste qu'une ou deux personnes ne s'entendent pas sur, et ça peut amener à de la violence. C'est comme ça. C'est un cycle. Mais sommes-nous vraiment prêts à nettoyer, à corriger le tir quand au lendemain déjà, les caciques, les ténors de l'opposition montent au créneau et tiennent encore des propos incendiaires, à la limite violents, tels que c'est une question de vie et de mort. Tout au moins, il y a eu les propos édulcorés de l'ancien président Soglo qui a manifesté sa fierté vis-à-vis du peuple béninois. Mais c'était tout le contraire du côté du docteur Boniaï, qui a été clair, vif et tranché. Vous savez, c'est une question. Oui, effectivement. Vous savez, moi je prends ces choses-là... Sont cela des propos à tenir? Des propos qu'il faut condamner. Alors? Surtout quand ça vient de responsables. Ah oui. D'accord? Mais je me mets toujours dans ma posture d'analyste de conflit pour me rendre compte de ce que... C'est des situations qui arrivent quand vous êtes des parties au conflit. D'accord? Ce qui se passe là, ce que nous voyons là, il faut comprendre ça comme le conflit est encore là, ouvert. On n'a pas réglé, disons, les situations. C'est comme dans un foyer. D'accord? Ce qui se dit là, si vous comprenez bien, vous allez vous rendre compte que tout le monde a pensé, peut-être vous, que puisque les 28 s'est tenu, c'est fini. Ça voudrait dire qu'un camp au conflit pense que ce n'est pas fini. Donc ça doit continuer. Parce que le problème n'est pas... Les besoins, on n'a pas atteint les besoins. Et le besoin, c'est quoi?
Il faut se rendre compte. C'est différent de la position, c'est différent des intérêts que les gens ont dans le jeu. Mais c'est quoi le besoin? Tant qu'on n'a pas atteint ça, ce processus qu'on a démarré, on a pensé qu'on a fini le 28, peut nous conduire loin. C'est l'essence de cette recommandation de la plateforme qui dit, parce que beaucoup pensent que c'est fini, le 28, comme le 28 a eu lieu, c'est fini. Mais ce n'est pas fini. La proclamation des résultats est là. Il y a maintenant la gestion de l'après-28. Même l'installation de ce Parlement, ça peut être problématique pour nous, pour le Sud. Et donc, il faut rester vigilant et analyser la chose. Il faut se rendre compte de comment on fait. Ce qui s'est passé, on consomme, on prend les dispositions pour ça. Mais les acteurs, s'ils le disent, et que personne ne cherche à savoir c'est quoi les besoins à ce moment-là, ils vont continuer par le dire. Mais est-ce que la recherche de la solution, la recherche du consensus d'après les législatives réside au fait dans ces propos incandescents? Mais plutôt dans de grandes consultations, comme nous l'a fait savoir hier l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, qui en appelle à des consultations nationales. Oui, et c'est ça. Comme je vous dis, comme je le dis, on ne peut y arriver, on ne peut trouver la solution que par le dialogue, par la discussion, par les échanges entre les acteurs. Et là, ils sont à l'étape d'échange par médias interposés. Et on doit trouver maintenant le moyen de les amener. De menaces plutôt. Oui. De véritables menaces voilà. Et non d'échanges. Oui, de toutes les façons. Parce que ce ne sont même pas des lettres, de décentes lettres ouvertes adressées au chef de l'État et autres, non. Mais de véritables menaces bien formulées. Oui. Parce que aussi, dans l'évolution du conflit, dans la dynamique du conflit, il faut se rendre compte qu'il y a eu des étapes. Les étapes sont passées, les lettres ouvertes. Il y a eu tellement de... Les rencontres. Oui, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Et donc, en analysant le conflit dans un contexte comme ça, tu te rends compte que les gens pensent que soit nous perdons la face, soit l'autre perd la face. À ces moments-là, dans un conflit, le gain ou gagner voudrait simplement dire on a eu moins de pertes que les autres. C'est-à-dire qu'on a eu moins de dégâts de notre côté que les autres. Les gens ne considèrent plus un certain nombre de paramètres. Et c'est dommage. En fait, la crise va continuer par s'amplifier si nous n'arrivons pas à régler les questions de besoins des uns et des autres. Et je pense qu'il y a d'un côté ceux qui ont le pouvoir et qui l'exploitent et qui l'utilisent dans ce contexte. Il y a les autres qui se sentent sans pouvoir et qui n'ont que la voix et qui n'ont que vraiment des appels qu'il faut dénoncer. Je pense qu'il y a déjà des acteurs qui... Et moi, je dis, dans un contexte comme ça où heureusement, on n'a pas déploré des dizaines de morts, d'accord? On n'a pas déploré des milliers de blessés. On n'a pas déploré, disons, des dégâts incommensurables. Mais si on ne sait pas faire, ça pourrait être compliqué parce que ceux-là qui ont opéré maintenant le 28 et qu'il n'y a pas eu, disons, de situation contraignante qui les ait empêchés de faire, le processus est encore dans son cours et dans très peu de temps, s'ils devraient avoir l'occasion de revenir sur le terrain, ça pourrait être catastrophique pour nous. Et donc, il faut maintenant commencer par voir comment, ensemble, tous les partis appellent à ce qu'on n'ait plus jamais ça. Mais si on n'atteint pas la question des besoins, ça pourrait être difficile pour nous. Je veux bien comprendre que ceux qui profitent, disons de la situation aujourd'hui, de l'élection qui s'est tenue, puissent pas accepter que les autres cherchent à avoir une partie de leurs besoins, de ce qu'ils veulent comme besoin. Mais je peux aussi comprendre que ceux qui veulent être entendus cherchent aussi à faire infléchir les positions des autres. C'est ça le jeu normal quand on est dans un conflit. Et en conflit électoral, il faut le savoir, l'humeur des acteurs compte beaucoup dans, disons, l'accélération de la situation ou pas. Tout le monde ici, dans ce pays, connaît l'humeur des acteurs en jeu. Aussi bien d'un camp que de l'autre. L'humeur des acteurs en matière électorale, en termes de conflits électoraux, tient beaucoup. Il y a certains qui, dès qu'ils, la moindre chose, ils sont capables d'aller à l'extrême en même temps. Il y en a qui ont la capacité de prendre le calme. Et nous n'en manquons véritablement pas au pays. Voilà. Et donc, est-ce que ces gens-là avaient cette capacité de prendre du recul et de garder leur sang-froid? S'ils n'ont pas cette capacité, il faut en prendre conscience pour savoir que l'humeur ne peut pas changer du jour au lendemain. Si vous avez déjà une humeur, genre, de cette façon-là, vous allez l'exprimer dans un contexte électoral. Il y a des gens qui, automatiquement, vous changez les premiers mots, ils te lancent, disons, un ultimatum, parce qu'il est d'humeur agressive. Mais chaque camp, et surtout le camp de l'opposition, devrait réaliser au fait ce détail dont vous parlez et éviter à la limite de donner la parole à tout le monde, à tous ceux qui ne savent pas gérer les émotions et l'humeur, comme vous le dites. Et c'est la nécessité d'avoir des porte-paroles, des porte-paroles sages. Et dans un contexte comme ça, si vous vous présentez comme porte-parole sage, dans un contexte comme ça, je ne suis pas sûr que le camp
puisse vous porter. Puisse vous porter. C'est aussi ça la réalité de la situation. Arnaud Kessi, à Vundogba, nous y sommes. Que faire? Que dire au peuple maintenant? Je crois que nous sommes arrivés à un niveau où le peu qui nous reste dans les unités est soviétique. Moi, je suis un peu peiné parce que tout à l'heure, M. Ousso disait qu'il y a des préliminaires qui n'ont pas été faits. Je crois qu'avant même les élections, le gouvernement a joué sa partition. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas pu y avoir du consensus. On ne saurait le reprocher au gouvernement, qui n'est que le pouvoir exécutif. Si le pouvoir législatif a échoué à la recherche de ce consensus, ce n'est pas à l'exécutif de jouer le rôle du législatif. Et je crois que nous sommes arrivés à un niveau où les acteurs se sont démontrés incapables de respecter les lois que nous avons votées à l'unanimité sur le code électoral. C'est ce qui pose problème. L'on veuille que le chef de l'État modifie ce code en leur faveur. Ce que le chef de l'État trouve anormal. Puisque c'est du ressort du pouvoir législatif, il ne saurait se substituer en un pouvoir législatif du coup. Et c'est là l'opposition et la mouvance ne veulent pas se comprendre. Et ça, je dis, la raison est donnée au chef de l'État qui ne veut pas usurper d'un pouvoir qui ne l'appartient pas. Je crois que quand vous faites cette analyse et que vous vous mettez dans la poursuite de la défense de la République, vous devez condamner tout acte de vandalisme et appel et menaces qui viennent du camp de l'opposition. Je voudrais aussi noter que ces élections se sont déroulées et que le taux, même si c'est faible aujourd'hui, ça tourne entre 25 et 30%. Je dis, un ancien chef d'État vient à la télé dire qu'il y a 96% d'abstention, ce qui est archi faux. Vous me notez. Et dire qu'il faut marcher sur son corps. Dorénavant. Entre vous et moi. Comment... Et nous avons su tout ce que celui-là a fait avant et pendant les élections. Et aujourd'hui, il vient devant les écrans et dit ces trucs. Quelle serait la réaction de ceux qui se disent aujourd'hui partisans du chef de l'État peuvent le lui faire aussi? Les sages ne reconnaissent pas leur place dans la République. Et vous voulez aujourd'hui que ceux-là, qu'on puisse prendre en compte leurs propos? Ils ont fait peur. C'est eux qui ont distillé la peur dans la population. Les gens ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'on les a fait peur. On les a menacés. Il n'y a pas des choses qu'on ne leur a pas dit dans les oreilles. Et il y a beaucoup d'autres qui ne se sont pas rendus aux urnes. Pas parce qu'ils sont contre le chef de l'État ou le gouvernement. Parce que la peur, les menaces. Quand vous prenez la carte de notre pays et qu'on note les endroits où les choses se sont passées, on ne peut que les attribuer aux leaders de ces coins qui appelaient à la révolte. Vous avez évoqué le cas de l'honorable Bagoudou, dans Tchaourou, qui est un citoyen, qui est un fils de Tchaourou. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier l'animosité dont a fait preuve les anciens barons qui sont aujourd'hui dans l'opposition? C'est inadmissible. La loi est faite pour tout le monde et il doit rester à la loi. Si tel est qu'ils ont défendu la République hier, qu'ils ont sauvegardé cette République,
et que quelqu'un aujourd'hui en est les rênes, il doit pouvoir l'accompagner. Si la loi vous pose problème, l'on ne peut pas faire autrement que de vous l'appliquer. Ils font aujourd'hui des appels. C'est un échec pour eux quand ces élections ont eu lieu. Même après les élections, rien ne va se passer. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Force doit rester à la loi. Et quand eux-mêmes ils font ces appels, ils sont venus. Moi, je suis de Boycon. Ils sont venus à Boycon. L'ancien chef de l'État était à Boycon. Il est venu. Qui l'a suivi pour faire quelque chose? Il n'y a rien eu. Les gens ne sont pas sortis d'accord. Pas plus peur, à part ça, rien. Pas parce qu'ils sont contre le gouvernement. C'est pour vous dire, permettez-moi, monsieur Loris, oui, que l'on veuille dénoncer et quand les actes que posent certains barons aujourd'hui. Et je vais vous dire, vous avez posé un problème pertinent de l'après 28 qui n'est pas fini. Mais les gens attendent un vide juridique pour poser les actes les plus graves. Et ce vide juridique, ils n'ont pas eu. C'est ce qui a justifié leur rassemblement d'hier pour faire les menaces. Vous donnez 24 heures à un chef d'État élu. Vous lui imposez ce que vous voulez. Les institutions, ils ne sont pas les institutions. C'est ça qu'il faut comprendre. L'État aujourd'hui est défini, est géré par certaines institutions de la République. L'opposition ne gouverne pas. Et les anciens chefs d'État ne gouvernent pas. Ces regroupements ne peuvent pas nous faire peur dans la République où nous sommes aujourd'hui. Arnaud Kinsi, à Vourouba, on vous aura compris. Je laisse Julien Oussou opiner ou apprécier rapidement et, avant la conclusion. Julien Oussou. Non, c'est ça, les problèmes que nous avons, que quand vous êtes face à un conflit, chaque camp est sur sa position et ne veut même pas faire l'effort de voir, disons, de l'autre côté, qu'est-ce qui pourrait être les besoins qu'il faut satisfaire ou que tenter de satisfaire au moins pour que la situation revienne à la normale. Autant qu'il est si sûr, disons, des avantages que lui donne la loi en tant que citoyen de ce côté-là, autant les autres aussi pensent qu'ils doivent faire la lutte pour y arriver. Vous voyez, je suis d'avis avec vous que beaucoup ne sont pas sortis à cause de la peur. Mais il faut reconnaître aussi que certains sont sortis malgré la peur, mais sont allés faire du nul ou sont allés faire, disons, et ça, peut-être si on fait le point, on verra que à cette élection, on a eu un taux, malgré le faible taux de participation, on a eu un taux de nul d'un certain niveau. Ça voudrait dire que beaucoup sont sortis, pas parce que, malgré la peur, comme vous dites, qui a empêché certains, les gens sont sortis pour donner un autre indicateur, c'est-à-dire un autre signal, un autre son, pour montrer qu'ils ne sont pas peut-être d'avis. Il faut prendre ça aussi en considération quand on évalue. Et ce taux de nul est dans le taux de participation. Vous voyez? Et donc, il faut analyser la chose de façon objective pour se rendre compte aussi qu'il y a un signal, il y a un indicateur, il y a un message qu'il faut déceler dans cette affaire-là et voir comment on fait pour y aller. C'est ensemble qu'on doit construire ce pays, aussi bien ceux de l'opposition que ceux-là, parce qu'ils ont des éléments sur le terrain aussi. C'est ensemble qu'on doit faire la loi, si la loi s'applique à tout le monde. Et je pense que c'est des aspects clés de la chose, sinon certains vont toujours se rebeller. C'est normal qu'il y ait des rebelles dans une république parce que peut-être les formes de gouvernance ont fait que... Mais il faut dénoncer ça. Et je suis de votre avis sur ce point-là que rien ne doit justifier. Mais quand nous, on tente de comprendre, on se rend compte que c'est les humeurs des uns et des autres. Il y a certains, quand je les vois intervenir, je me dis, mais celui-là au moins, il se maîtrise. Mais il y a d'autres, tu peux te dire, il ne se maîtrise pas. Mais le monde est fait de ce tout-là. C'est vraiment déplorable. Et la seule chose, comme je dis, et comme j'ai dit hier à des collègues, si on peut arriver à ce que tous les acteurs, disons, parlent du même message vis-à-vis de la base, on va réussir à s'en sortir. Mais tant que des acteurs continueront par ne pas être satisfaits du processus, on sera dans des rebondissements à l'infini. Et ça n'arrange ni ceux qui seront députés, ça n'arrange ni ceux qui ne pourront pas être députés. Et nous sommes là partis peut-être pour un moment d'instabilité. Et c'est ça la crainte
du Béninois que je suis. Je ne suis d'aucun groupe, je ne suis pas avec de l'opposition, je ne suis pas avec, disons, ceux qui sont le... Mais j'analyse la chose de loin, je me rends compte de ce que, tel que ça se passe là, nous sommes loin, disons, du circuit qui pouvait nous amener à l'apaisement qu'il faut. Et c'est là les craintes du citoyen que je suis. Et donc, de plus en plus, les jours à venir nous montreront quelles options les uns et les autres devront prendre. Mais la sagesse doit revenir au sein des uns et des autres. Parce que pour ma part, je pense que... La sagesse et l'intérêt général de la nation. Oui, pour ma part, je pense que si le président de la République avait vraiment la possibilité de voir avant le scrutin ce qui s'est passé le jour du scrutin, donc d'apprécier tout ça le jour du scrutin, peut-être qu'il aurait pris l'option, comme vous dites, là, il aurait pris l'option malgré tout de s'essayer à éviter ça. Et je pense que si quelque chose peut lui permettre de voir qu'est-ce qui se passerait avec l'humeur des gens qu'on a en face, qu'est-ce qui pourrait se passer, on pourrait avoir des options qui vont nous empêcher, qui nous permettent de limiter les dégâts. De toutes les façons, c'est des Béninois qui ont été blessés, c'est des immeubles, c'est des biens du Bénin. Ça aurait été l'élection la plus coûteuse, de mon point de vue, pour nous, en termes de stress que ça nous a généré en tant que citoyens, en termes de biens, disons, détruits. Et un char, c'est vraiment énorme, c'est déplorable. En termes de coûts sécuritaires, tout le déploiement qu'on a dû faire, quand on va totaliser tout ça, est-ce qu'on a les moyens, nous, de continuer à investir dans un truc comme ça? Alors que si on s'était entendu en tant qu'acteur politique, au sein de ça, si c'était entendu, peut-être qu'on n'aurait pas déployé tout ça. On a fait la campagne avec des déploiements sécuritaires extrêmes. Pour nous, c'est un coût. Et c'est le citoyen qui contribue, qui paye cela. Il faut faire en sorte que les procédures, les processus, les discussions puissent nous empêcher d'aller dans cette... Et si on continue, on va faire encore du déploiement sécuritaire, on va se braquer chacun dans sa position et on va continuer, on aura d'autres, disons... C'est la crainte du citoyen que je suis. Et nous devons trouver les moyens de faire en sorte que les acteurs politiques parlent d'un langage pour que le citoyen n'ait pas la possibilité de faire autre chose. Qui t'a demandé ça? Ça doit être ça le message en termes de réponse qu'on doit donner. Je pense que chacun est dans son rôle, c'est un conflit, chacun est dans sa position jusqu'à ce que les acteurs médians trouvent le moyen, disons, de les faire parler ensemble. Arnaud Kessi-Avoulouba, pour finir, quel conseil lié aux deux camps? Je voudrais, avant tout propos, rassurer M. Oussou. Merci. De ne pas s'en faire. Et ce qui est fait aujourd'hui et qui sera fait pour l'avenir, nous n'allons pas abdiquer. Et nous avons connu un chaos en 2011. Nous n'avons pas vu le général Mathieu Kékou monter au créneau, ni l'ancien président Zissou dire quoi que ce soit. Si aujourd'hui nous avons des anciens présidents qui s'agitent de par leur comportement, on ne peut que le leur concéder et évoluer. Je voudrais rassurer tous nos compatriotes que les élections ont eu lieu sur tout le territoire national. La Sénat va donner les grandes tendances ce jour-ci, si tout va bien, selon nos informations, et que d'ici là, la Cour proclamera les résultats définitifs. Nous, de regarder en face les institutions. Les hommes passeront, mais nos institutions demeureront. Telles que les institutions de ce pays ont sauvegardé le peuple et l'état de droit en 2011, les institutions de notre pays garderont le cap et sauveront la République des mains de ces vautours. Nous n'allons pas nous mettre à côté de la République pour regarder ce qui se passe. Nous allons rester dedans. Défendre, ce serait notre priorité. Nous sommes ouverts à tout dialogue pour que la paix, la sérénité, surtout la fraternité reviennent. Nous n'avons aucun problème là-dessus. Mais en ce qui concerne la loi de la République, je crois que nous serons intraitables. Je demande aux camarades, au peuple et aux compatriotes de ne regarder que les institutions de la République. C'est les seules habilités à prononcer des mots d'ordre par les individus. Je vous remercie. Merci Arnaud Kessi-Avoulouba. Julien Oussou, des conseils, des recommandations pour finir. Je pense que là où nous sommes, il y a un risque de pourrissement de la situation.
Et peut-être c'est encore un moment où l'occasion pour la communauté régionale, la communauté internationale de se pencher encore un peu sur la situation, parce que beaucoup de personnes ont pensé qu'après le 28, ça devait être le camp plat et que ça devait repartir. Mais c'est en train de repartir dans un autre sens. Et il faut être aveugle pour ne pas regarder cela. Et je ne sais pas si c'est dans ce contexte-là qu'on peut se mettre à faire des arrestations pour punir, disons, et ça peut aussi envenimer la situation sur le terrain. De toutes les façons, c'est le moment d'espérer que la sagesse revienne dans les différents camps et d'espérer que l'un dans l'autre, on pourrait s'en sortir de façon pas regrettable et faire en sorte que les messages à partir de maintenant soient des messages d'appel à la paix, d'appel à la conciliation, d'appel à la réconciliation. Et ça, c'est essentiel parce qu'un conflit électoral, un conflit post-électoral n'arrangera ni un camp ni l'autre. Aucun des camps ne va échapper, disons, un défi. Et dans les pays où ça s'est passé, les gens n'ont jamais... tous les camps n'avaient jamais reconnu qu'il y aura un conflit. Mais après, on s'est retrouvé de plein pied dans un conflit. Et donc, c'est aussi une manière de ne pas trop faire confiance, disons, à son camp, comme si on avait la science infuse et ne pas regarder les dangers que nous courons. J'espère. J'espère que les institutions continueront à œuvrer, la police républicaine continuera à œuvrer pour qu'ensemble nous puissions sortir de cette période difficile et surtout tirer les leçons pour que plus jamais une situation comme ça ne nous arrive ou d'avoir à vivre des situations comme ça. C'est pas honorable pour le niveau de démocratie que nous avons montré à la face du monde. Merci. Appel à la sagesse, appel à la paix, vous l'avez dit, pour éviter justement le pire. Ce n'est pas le moment de tenir des propos incendiaires, vindicatifs, revanchards et incandescents comme l'on en a eu hier au cours du point de presse des leaders de l'opposition porté justement par l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. C'est donc tout pour ce numéro de décryptage et ce sera exactement tout aussi pour ce numéro de Matin d'Éden. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée.